Vous écoutez l'Anamnèse, le podcast qui parle de médecine générale de l'AGEF.be. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Anamnèse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect important de la médecine et de la science au sens large, la vulgarisation scientifique et médicale, ainsi que son importance dans la communication entre un médecin et son patient. Et pour ce faire, nous accueillons le docteur Bertrand Camus, médecin généraliste à Timistère Clermont et youtubeur spécialisé en vulgarisation médicale. Bonjour docteur. Bonjour. Donc docteur, pour commencer, on va peut-être juste définir ce qu'est la vulgarisation scientifique. Déjà une grosse question. La vulgarisation, pour moi, c'est permettre à chacun de comprendre de quoi on parle, simplement. Que ce soit en termes de science, mais aussi dans tous les métiers, en fait. Si vous allez chez votre garagiste et que vous comprenez pas la moitié de ce qu'il vous dit, il va vous faire des réparations, vous savez pas de quoi on parle. En médecine, pour moi, c'est la même chose. Si on vous parle d'un problème de santé, mais que vous comprenez pas ce qui se passe, c'est plus compliqué de vous soigner, c'est plus compliqué de comprendre pourquoi on vous a prescrit un médicament, pourquoi on vous demande de faire un examen, et surtout d'arriver à bien se soigner. Parce que si on sait pas ce qu'on fait, on sait pas comment ça marche moins bien forcément. Et du coup, cette vulgarisation, est-ce que vous considérez qu'elle est importante en médecine ? Oui, elle est primordiale, oui. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer alors de bien vulgariser un sujet ? C'est difficile parce que il faut s'assurer que le patient a compris. Mais il faut s'assurer que le patient n'a pas peur de dire non plus qu'il n'a pas compris. Donc on peut essayer de faire répéter éventuellement au patient les choses ou lui demander dans quelle mesure il a compris ce que je viens d'expliquer, ou est-ce que le spécialiste a bien expliqué, pourquoi est-ce qu'on fait ça. On le voit en fait assez rapidement quand on parle au patient, parce qu'on voit un patient qui a compris, on voit qu'il a compris, on voit qu'il sait, ok, c'est mon cœur qui a ça, il faut que je fasse attention au cholestérol, etc. Un patient qui a pas compris, on le voit aussi, parce qu'il dit, on m'a dit ce mot-là. Ok, mais on vous a dit ce mot-là dans quel contexte? On vous a dit ça pourquoi? Et les gens, disent, je sais pas, il m'a dit ce mot-là, et puis il m'a dit qu'il fallait que je prenne une molécule, mais j'ai pas le nom, donc j'ai amené la boîte. Et on sait que le patient, il a pas compris, ou en tout cas, il sait pas exactement quels sont les tenants et aboutissants de la chose. Donc utiliser par exemple la communication active, faire répéter le patient pour s'assurer, faire rephraser parfois le patient pour s'assurer qu'il est... Ça je le fais quand même pas tellement souvent parce que en général personnellement j'ai un bon feeling avec le patient, donc je sais quand le patient a compris. Je pense que ça se voit un petit peu dans l'attitude et dans les réponses que le patient apporte. Quand on parle à un patient, ça m'arrive aussi de voir que le patient ne comprend pas ce que je lui dis, mais je vois que il y a pas de retour, il y a pas de discussion. Je parle au patient, il me regarde, il attend que je dise quelque chose, mais je vois que je parle dans le vide, le patient comprend pas ce que je dis. Donc là, je sais que je dois essayer de reformuler, essayer d'expliquer parfois la base. Ça fait partie du boulot. Et à vulgariser, donc à simplifier parfois des sujets très compliqués, est-ce qu'on ne risque pas justement de parfois trop simplifier et comment peut-on éviter ce risque ? Mais trop simplifier, oui. Il faut bien expliquer en fait que les problèmes sont toujours complexes et quand on touche à un système, que ce soit le rein, que ce soit le cœur, on touche aussi indirectement à tous les autres aussi. Mais je peux pas donner un cours de médecine à tous les patients que je vois devant moi, évidemment. Donc, il y a parfois des petits raccourcis qui sont utilisés, qui permettent de vraiment simplifier très fort les choses, et tout en sachant que, sur le point de vue scientifique, c'est pas parfait. Mais si ça permet de comprendre, on peut parfois fonctionner avec. Maintenant, les patients qui veulent aller plus loin, on donne les clés pour aller plus loin. Mais il y a parfois des choses qu'il faut vraiment simplifier au minimum pour être certain qu'on soit bien compris. Arrondir un peu les angles pour permettre à la personne de comprendre, en tout cas. Il y a parfois des raccourcis, même dans mes vidéos parfois. Je fais parfois des raccourcis où je me dis, scientifiquement, c'est pas top, mais je sais que le but, c'est d'arriver à un point de précision qui permet de comprendre la base et qui permet alors après de rajouter des infos qui corrigent un petit peu la première chose. C'est particulier comme sensation, mais savoir que ce que je dis n'est pas parfait, mais ça permet de comprendre, ça aide un petit peu aussi. Et est-ce qu'il existe justement des sujets médicaux qui sont plus compliqués à vulgariser que d'autres ? Oui, tout ce qui est pathologie déjà, parce que si vous voulez comprendre une pathologie, c'est un problème qui se greffe sur une situation dite normale. Donc si vous comprenez déjà pas la situation normale, vous pouvez pas comprendre la pathologie derrière. Si vous savez pas comment fonctionne un cœur, si je vous parle maintenant d'un infarctus, vous allez dire, c'est un tissu qui meurt, mais c'est quoi? Si le sang ne passe plus, il y a plus d'oxygène, il y a plus, les muscles ne fonctionnent plus, etc. Donc tout ce qui pathologie, alors si on parle de médicaments aussi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut d'abord savoir comment fonctionne le système de base. Tout ce qui est basique est assez simple à expliquer.
Mais dès qu'on entre dans les informations surajoutées, comme les pathologies, si je parle d'un cancer par exemple, si je veux parler d'un cancer, il faut que je parle de lésions au niveau de l'ADN, donc il faut savoir ce que c'est l'ADN, il faut savoir où ça se trouve dans la cellule, il faut savoir ce qui influe là-dessus, il faut savoir quelles sont les implications de l'ADN. Si je vous dis, voilà, un cancer, ça provoque des lésions de l'ADN, ok, et donc il y a quoi derrière? Voilà, il faut savoir tout ce qu'il y a derrière pour comprendre ce que c'est le cancer. Donc ça, c'est vraiment les étapes encore après la vulgarisation de base. Il faut d'abord la base avant de pouvoir mettre des blocs dessus. D'accord. Et cette fameuse vulgarisation, justement, en tant que médecin, comment est-ce qu'on peut l'intégrer dans sa pratique quotidienne? Moi, en tant que médecin généraliste, c'est assez facile à intégrer parce que j'ai encore régulièrement des gens qui viennent me voir en me disant voilà, écoutez, j'ai été voir le spécialiste. Moi, j'ai dit oui parce que c'était un grand professeur, mais j'ai rien compris. Donc, il faudrait que vous m'expliquiez un petit peu ce qu'il a fait. Et donc, je dois prendre le rapport du spécialiste et je dis voilà, il vous a vu, il a constaté ceci, vous avez un poids de temps, il a pris votre tension, vous aviez autant. Oui, c'est vrai, il a pris ma tension. Et après, il a dit que quand vous êtes monté sur le vélo, vous avez fait autant de watts. Les watts, c'est quoi? J'explique ce que c'est les watts et en quoi c'est un problème parce que j'avais mal aux jambes, j'ai dû m'arrêter, puis j'ai une pointe dans le dos. Ok, on a vu sur le CG c'est ça prend le rythme électrique du cœur. On a vu qu'il y avait un petit décalage, donc on sait qu'il y a un problème au niveau de l'électricité du cœur, ça veut dire que le cœur souffre, et donc ça veut dire qu'au niveau de l'apport sanguin, au niveau du cœur, etc. Donc, j'explique tout ça en essayant de me limiter vraiment au minimum, et je fais ça quasiment tous les jours, parce que les gens ont besoin de savoir. Quand ils vont passer un test à l'effort, quand on leur dit, voilà, vous avez une fraction d'éjection à 56%, ok, ça veut dire quoi? C'est quoi? En général, les cardiologues, ils prennent pas le temps d'expliquer ce genre de choses. Donc moi, après, je dois passer derrière pour faire un petit peu le suivi, quoi. Oui, donc en fait, c'est un aspect entier de la médecine générale. Oui, tout à fait. Expliquer aux patients ce qu'il vit. C'est vraiment partir de la base et expliquer un petit peu, quand on va plus loin, voilà, on est parti de là, et maintenant on vous a trouvé ceci, donc ça implique qu'on va faire ça, on va aller plus loin, on va faire ci, on va prendre tel médicament qui agit comme ça. C'est compliqué. Et est-ce que cet aspect, justement, il n'est pas favorisé par la position centrale du médecin généraliste dans le parcours de soins du patient? Si, parce qu'en tant que médecin généraliste, on n'est pas juste un professionnel de santé, on est aussi quelqu'un qui connaît en général toute la famille, on connaît les gens depuis très longtemps, on a vu les enfants grandir. Alors, c'est pas encore mon cas, parce que je travaille depuis 7-8 ans, mais il y a déjà des enfants que j'ai vu la maman enceinte, maintenant j'ai les enfants à qui je parle, je vois un petit peu le suivi, et c'est des gens aussi qui ont une certaine confiance, qui n'ont peut-être pas ou pas de la même façon vis-à-vis des spécialistes. Ils savent que chez moi, ils peuvent venir pour parler de tel sujet, même si ils se disent, ils vont pas se dire, il va me prendre pour un idiot, il va me prendre pour un imbécile qui comprend rien. Mais non, c'est pas le cas. Ils sont pas jugés chez les spécialistes non plus, mais en médecine générale, on a vraiment les gens, on connaît un petit peu leur mode de vie, on sait certaines facilités, on sait certaines difficultés aussi, et donc on peut plus facilement entrer dans le sujet. Un spécialiste qui voit le patient une fois par an, ah oui, ok, je me souviens, c'est monsieur un tel, il avait tel problème, mais le reste, ils savent pas, et c'est normal, ils n'ont pas le temps de faire tout ça. D'accord, et selon vous, dans la communication entre un médecin et son patient, quelles sont les plus grandes erreurs qu'un médecin peut commettre? La plus grande erreur pour moi, c'est de parler un langage médical à un patient. En fait, je me suis rendu compte après quelques années de pratique que il y a des choses qui semblent super basiques, même pour un médecin généraliste, donc je suis pas spécialiste, et c'est basique pour moi, mais ça n'est pas du tout pour le patient. Quand j'expliquais des choses au début, je disais au patient, voilà, vos reins sont en souffrance parce que ceci, cela. Je voyais même que le concept du rein, il y a des patients qui savent pas où c'est. Ils savent pas à quoi ça sert, ils savent pas comment ça fonctionne. Donc, commencer à parler de pathologie d'un rein, alors que le patient sait même pas où c'est ou comment ça marche, c'est compliqué. Donc, c'est ça aussi qui m'a permis après de vraiment arriver à parler français aux gens. En me rendant compte que si je parlais en langage médical, si j'utilise des termes médicaux, les gens, ils comprennent pas. C'est pas leur métier, c'est normal. Donc l'importance, on y revient, d'adapter son langage en fait à sa patientèle. Tout à fait. D'accord. Et qu'on parle de patientèle, comment faire face aux patients qui, je suppose, arrivent de plus en plus souvent avec des idées un peu préconçues, voire carrément fausses, après une recherche internet, le grand classique? C'est infernal, ça. C'est vraiment la catastrophe, parce que vous avez des gens qui viennent avec une idée, ils ont vu une publicité passer sur Facebook, et maintenant, avec l'effet bulle, ils ont des trucs vraiment hyper ciblés en fonction de ce qu'ils recherchent. Et il faut parfois passer 30-40 minutes à leur expliquer que ce qu'ils ont vu, c'est de la poudre aux yeux, il n'y a rien là-dedans. Et vous passez 30-40 minutes à leur expliquer, alors vous dites, maintenant, si vous voulez essayer, voilà, à part de l'argent, vous perdrez probablement pas grand-chose. Et donc, ok, moi non, je prendrai pas. Alors, essayez plutôt tel médicament qui a été prouvé scientifiquement, voilà, avec un peu de curcuma, par exemple, des choses comme ça.
Et puis vous revoyez les patients 2 semaines après et vous dites alors, qu'est-ce que vous avez fait avec les médicaments? Ah non, finalement, mon voisin m'a donné un truc, ça a marché chez lui, donc moi je l'ai pris. Et vous passez 40 minutes à expliquer un truc à un patient, et parce que son voisin lui dit tiens, prends un peu ça, moi on m'a donné ça, il va aller prendre le truc du voisin qui sait pas du tout ce qu'il lui a donné et qui parfois fait pire que mieux, alors qu'on a passé 40 minutes à donner des vraies explications. Donc il faut vraiment arriver à placer son discours et à voir aussi quel est l'intérêt du patient dans la chose. C'est un petit peu le problème aussi des fameuses publicités ou des infos sur Internet, c'est que n'importe qui peut dire plus ou moins n'importe quoi, et ça répond à des besoins. En tant que médecin, moi, je peux pas, quand je ne sais pas donner une solution à un patient, je lui dis, j'ai pas de solution, je sais pas vous aider. Et ça ouvre la porte alors à toutes les solutions miracles qu'on peut trouver un peu partout. Et c'est ça aussi qui m'a fait créer la chaîne en question. Et justement, du coup, que pensez-vous de cette accessibilité à l'information, et au-delà même de ça, comment, parce qu'il y a une quantité d'informations qui est terrifiante sur Internet, surtout sur Internet, et comment peut-on conseiller les gens pour évaluer la fiabilité de ces sources? Mais avoir plein d'infos disponibles, c'est bien. Maintenant, ça veut dire qu'on a des infos qui sont très bonnes et d'autres qui sont très mauvaises. Et une fois de plus, pour quelqu'un qui n'est pas dans le milieu, trouver l'information, c'est compliqué. On m'a dit ça, est-ce que c'est bon ou pas? À qui est-ce que je peux demander si c'est bon ou pas? Si vous tapez des remèdes un petit peu bizarres sur Internet, vous allez taper le truc, vous tombez sur 10 sites qui vous expliquent à quel point c'est génial. Oui, mais est-ce que ces sites-là sont valables ou pas? Ça, on n'apprend pas aux gens. Et je suis pas certain que ce soit mon travail non plus de l'apprendre aux gens, ce genre de choses. Ça devrait faire partie pour moi d'un cursus de base, d'arriver à avoir un esprit critique et ne pas tomber dans le premier piège qui passe parce que ça a l'air magique, quoi. Vous savez, les remèdes pour perdre du poids, on me demande quasiment tous les jours, vous n'avez pas un truc comme ça, je perds 5 kilos, si j'en avais un, je vous le donnerais, de 2, je le prendrais peut-être aussi, et de 3, ça saurait. Ça marche, parce que si on sait que ça marche, les gens en prendraient, et il y aurait plus d'obèses dans les rues. Parce que, on donne ce médicament-là, c'est bon, c'est réglé. Mais ça marche pas. Et est-ce que vous pensez justement que la vulgarisation est une réponse adéquate à cette infobésité? Oui, je pense. Mais en fait, donc la création de la chaîne que j'ai fait ici, je l'ai faite pendant le Covid. Parce que c'est vraiment pendant le Covid que moi, de mon côté, j'ai vécu l'explosion des informations et des remèdes miracles pour tout et pour rien, et où je me suis dit, mais forcément que les gens vont sauter dessus vu qu'ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants des situations, ou pas bien en tous les cas. Donc oui, forcément, si vous annoncez, voilà, j'ai trouvé tel remède pour telle maladie, ok, les gens sautent dessus, c'est génial, personne n'avait de solution, et voilà quelqu'un qui vous donne une solution. Donc forcément que c'est génial. Maintenant, si vous comprenez un petit peu comment fonctionne le corps, si vous comprenez comment fonctionne le cœur, les poumons, etc., comment fonctionnent les virus, vous vous rendez compte que si le virus fonctionne comme ça, comment est-ce que tel produit pourrait régler le problème? En fait, non. C'était un petit peu ça l'idée de base de la chaîne, c'était d'arriver... Moi, je suis pas pour faire du rentre-dedans, pour dire telle personne a dit de la merde, il faut l'arrêter, machin, etc. J'aime pas ça, j'aime pas l'opposition frontale en me mettant, moi, en tant que défenseur de la vérité, c'est pas le cas. Mais je me dis, en expliquant les choses, j'ai bon espoir que les gens comprennent un petit peu mieux, et s'ils comprennent un petit peu mieux, ils peuvent peut-être faire les choses mieux, peut-être. Donner les clés, en fait, pour permettre aux donner gens des clés pour des choix comprendre éclairés. comment ça fonctionne. Et je me mets toujours dans la position d'un autre métier, parce que la médecine, c'est mon métier, mais si je me dis, voilà, je suis garagiste ou je suis n'importe quel métier, peu importe, ingénieur du son, si je dis aux gens, voilà, la voiture, elle fonctionne comme ça, ici, vous entendez un quick quand vous roulez parce que tel endroit du moteur, il y a une vis qui frotte sur la courroie, machin, je dis des termes que je connais pas, vous comprenez comment ça fonctionne et donc vous évitez de remplacer les 4 pneus alors qu'en fait il fallait changer la courroie. Vous voyez, c'est des choses de base, mais quand vous comprenez comment ça marche, ça vous permet de faire la bonne réparation ou de savoir, attention, il faut au début que je fasse tourner un peu la voiture pour qu'elle chauffe, comme ça m'évite d'avoir la courroie qui couine quand je lance la voiture, ce genre de choses. Si vous comprenez ça, vous évitez pas mal de problèmes, mais il faut faire aussi un petit boulot pour vouloir le comprendre. Oui, donc cette vulgarisation, non seulement elle est très pratique pour permettre aux médecins et aux gens d'avoir une meilleure compréhension l'un de l'autre et des pathologies et de ce qu'ils traversent, mais est-ce qu'elle joue également un rôle dans tout ce qui est préventif? Oui. Alors j'essaye aussi de faire ça, mais c'est sûr que quand on parle du cœur, par exemple, quand on parle du cœur, on dit voilà, il fonctionne comme ci, comme ça. Si vous avez trop de dépôts de cholestérol, ça ferme les vaisseaux, donc ça augmente la pression que va mettre le cœur dans les vaisseaux. Ça permet de comprendre aussi le lien entre le cholestérol
et les problèmes cardiaques. Et donc, par ricochet, ça permet de faire le lien entre l'alimentation et le cholestérol et les problèmes cardiaques. La pratique sportive qui consomme le cholestérol, qui empêche qu'il se dépose, tout ça, ça permet d'avancer et de donner des clés pour dire aux gens, voilà, si vous voulez avoir moins de cholestérol, il faut essayer d'en consommer un petit peu moins, il faut faire un petit peu plus de sport, éventuellement, il faut prendre des médicaments si votre médecin en a prescrit, et c'est comme ça qu'on avance. Est-ce que vous pensez que la vulgarisation médicale, au sens assez large, est amenée à se démocratiser et à se populariser ? J'aimerais bien. En tout cas, c'est le principe des plateformes comme YouTube, c'est que c'est une plateforme qui est gratuite. Vous pouvez aller voir ce que vous voulez gratuitement, à part quelques publicités de temps en temps. Et ça permet à n'importe qui de mettre du contenu en ligne. Alors, il faut un petit peu de technique, un peu de connaissance là-dedans, mais ça permet à n'importe quel professionnel de faire ça. Et il y a de plus en plus de vulgarisation, même en dehors de la santé. Il y a de plus en plus de gens qui vous expliquent la physique, qui vous expliquent les sciences, tout ça. Et c'est bien, je trouve, parce que ça permet d'avoir une approche différente de ce qu'on a eu à l'école, où c'était très professoral, c'était obligatoire à l'école. Ici, c'est les gens que ça intéresse qui peuvent aller regarder. Donc, ça permet d'aller ouvrir un petit peu les gens à différentes connaissances en leur parlant en français. Oui, et puis sur les aspects techniques, on en discutait en off avant de lancer l'enregistrement de cet épisode. Il y a quand même beaucoup maintenant d'outils qui permettent d'outrepasser une bonne partie des problématiques techniques. Tout à fait, ouais. Et pensez-vous justement qu'il serait intéressant d'avoir plus de médecins vulgarisateurs ? Oui, des médecins différents peut-être. Donc, avoir un cardiologue vulgarisateur, un pneumologue vulgarisateur, ça permettrait d'avoir des infos vraiment ciblées qui viendraient compléter les informations très basiques que moi je peux donner. Moi je peux pas parler des pathologies en étant très profond dans le sujet parce que c'est pas mon corps de métier et c'est des choses que je ne maîtrise pas spécialement. Mais si je peux avoir après des infos niveau 2, niveau 3, niveau 4, vous voyez, beaucoup plus poussé sur certaines pathologies. Alors, c'est vrai que plus on est poussé, plus ça va être niche dans les spectateurs. Parce que si on parle de la BPCO liée à telle utilisation de tel produit, c'est pas tout le monde que ça va intéresser, mais ça devient encore plus intéressant, évidemment, si on peut greffer ça sur des informations de base. Je sais que dans le cursus d'un médecin, on parle de relations, de communication avec le patient. Très peu, hein. Dans mon souvenir, très peu, en tout cas. Et justement, est-ce qu'on y aborde la vulgarisation ? Non. Est-ce que vous estimez que ça devrait être abordé ? Moi, oui. En fait, j'ai une histoire un peu particulière avec ça, c'est que j'ai des professeurs qui se sont moqués de moi à des examens oraux parce que je leur parlais français. Moi, j'avais du mal à utiliser le langage médical, donc je disais, et c'était cet exemple-là qui me revient en tête, c'est le patient a une difficulté respiratoire. Et le professeur en face me disait, quoi ? Il a quoi ? Je dis, une difficulté respiratoire. Il dit, non, mais c'est quoi ça ? Je dis, il a du mal à respirer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Je voyais qu'il y avait une incompréhension, puis, oui, mais ça s'appelle comment ça ? Et une difficulté respiratoire, qu'est-ce que... Ah, une dyspnée, oui, d'accord, le patient est dyspnéique. C'est ça que le médecin voulait que je lui dise. Et je voyais dans leurs yeux qu'ils se moquaient de la façon dont je parlais de la médecine. Et j'ai même alors je vais pas dire son nom parce que je voudrais pas lui porter préjudice, mais un responsable qui m'a dit, toi, t'es bon pour écrire des articles médicaux dans le Télépro. Et il a dit ça sur le ton de la blague parce qu'ils étaient morts de rire tous les quatre devant moi. Et moi, dans ma tête, je me disais, ouais, j'aimerais bien. Parce que c'est bien. C'est ça que les gens lisent. Les gens dans la rue, ils vont pas commencer à lire des articles médicaux hyper précis, super pointus. Ils vont regarder le Télépro ou d'autres choses. Il m'avait dit Télépro, donc je dis Télépro, mais c'est ça, moi, qui m'intéresse. Et justement, pour conclure, quels sont les conseils que vous donneriez à vos confrères et consoeurs qui souhaiteraient améliorer cet aspect de leur pratique ? S'ils le souhaitent, c'est essayer d'imaginer que vous parlez à quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous dites. Mettez-vous dans le cas d'un autre métier que vous ne connaissez pas du tout. Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous explique la chose ? Comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous détaille ? Alors, pas trop détaillé non plus, il n'y a pas besoin de prendre une demi-heure pour ça, mais comment est-ce que vous aimeriez comprendre ce qu'on vous explique ? Est-ce que vous aimeriez avoir quelqu'un devant vous qui vous balance plein de mots compliqués, où vous devez noter, aller chercher dans le dictionnaire, voir à quoi ça correspond ? Ou est-ce que vous préférez quelqu'un qui vous parle en français et qui vous dit, voilà, votre cœur est en difficulté parce que au niveau de votre insuffisance veineuse, c'est un petit peu limite, il faudrait arriver à augmenter un petit peu l'activité physique, contracter les mollets, tout ça. Il faut parler français, simplement. Donc, essayer de limiter au maximum les mots qu'on a appris en médecine, et ça c'est compliqué parce qu'on nous apprend à les utiliser. Et après, on doit se dire, je dois pas l'utiliser, sinon le patient ne me comprend pas. Merci beaucoup, docteur, pour le temps que vous m'avez accordé. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça nous fait toujours plaisir. Vous pouvez également nous soutenir en vous abonnant et en partageant cet épisode autour de vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour le prochain épisode de l'Anamnèse. Au revoir.